Vous êtes bien sur Éclair TV, oui, la chaîne 23 de votre téléviseur. Et puis c'est votre quotidienne, celle que vous adorez, KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le festival Monde en Vue. Du moins, lorsque vous allez regarder l'émission, ça sera déjà passé. Mais en tout cas, j'ai l'honneur de recevoir Canel Valton. Qu'à-nous faire? Hello, salut. Je suis content de te recevoir parce que tu fais un travail énorme pour déjà notre jeunesse, pour les femmes et aussi pour la communauté noire. C'est hyper important. Donc déjà, par quoi commencer? Déjà pour les jeunes. Donc tu aides les jeunes à intégrer de grandes écoles. Tu les accompagnes pour leur réussite, c'est bien ça? Oui, en fait, globalement, ce qui me motive, c'est l'égalité des chances. D'accord. Et donc, ce qui m'énerve, c'est les discriminations. Et on a beaucoup de discrimination, parlons franchement, oui. Voilà, sans censure. On a beaucoup de discrimination quand on vient de Guadeloupe, Martinique ou même Guyane. Oui, c'est vrai que nos territoires sont concernés par plusieurs types de discrimination qui sont le résultat de nos histoires. Hein. Ouais. Et les élèves que j'accompagne, qui sont des lycéens, sont pris au carrefour de plusieurs difficultés. Ils sont dans des territoires qui sont éloignés du centre, qui sont éloignés de l'école en question, qui s'appelle Sciences Po, qui est une grande école. Ils sont parfois issus de familles modestes, donc il y a des obstacles d'ordre matériel entre eux et un parcours d'excellence. Et puis, pour beaucoup, ce sont des jeunes filles qui aussi, bien sûr, sont parfois l'objet de discrimination sexiste. Okay. Ajoute à ça qu'effectivement, pour beaucoup, ils sont afrodescendants et tu auras un parfait cocktail de plein de choses qui peuvent contrarier un peu les projets individuels. Alors, en quelques mots, en quelques lignes, puisque tu ne pourras pas vraiment tout dire et tout développer, comment tu les aides? Ça consiste en quoi, en fait? Alors, en fait, l'expertise que j'apporte à la fois aux enseignants et aux élèves, c'est d'abord mon expérience. En tant qu'ancienne élève, j'étais diplômée de Sciences Po en 2009. Et très tôt, j'ai eu envie de transmettre les petites clés de la réussite. Okay. Parce que les grandes écoles, elles fonctionnent avec tout un tas de codes qui ne sont pas accessibles en fait aux élèves. On n'est pas préparé au lycée spécifiquement pour toutes ces règles silencieuses qui ne se disent pas vraiment de façon explicite, qui régissent la façon dont on doit se tenir, parler et la façon dont on doit travailler. Ouais. Donc j'interviens dans des ateliers de préparation au concours d'entrée à Sciences Po. Et j'apprends à réfléchir en fait, à s'interroger sur le monde, à analyser la presse et aussi surtout à s'exprimer en public parce que pour nos élèves, c'est souvent le plus difficile. On n'a pas l'habitude de le faire et on n'a pas de formation pour ça en fait. Exactement, c'est vrai que s'exprimer en public, c'est vrai que c'est une de nos lacunes. Mais pourquoi? C'est bizarre parce qu'on aime bien parler, on aime bien communiquer et dès qu'on arrive devant le public, on bug. Ça vient d'où? Bon, moi, ce que j'explique, c'est que c'est une réaction naturelle, en fait. Hein. Le stress, si on s'en sert et si on n'est pas complètement dépassé par ça, c'est le corps qui se prépare à affronter une situation qui est difficile. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas complètement se battre contre. Il faut accepter ça. On va avoir les doigts froids, on va avoir le cœur qui bat, on va peut-être être un peu tremblant. L'idée, c'est de voir le stress, de le connaître, de le saluer, de l'accueillir et puis de quand même avoir 2 ou 3 astuces pour ne pas complètement sombrer. Excellent. Donc la règle numéro 1, c'est préparer sa prise de parole, ça ne s'improvise pas. Penser à respirer, parce que quand on est stressé, c'est très important. Voilà, et surtout, en fait, c'est se mettre à la place du public pour l'aider à nous suivre dans notre présentation. Okay. Et donc, ce qui est très important, c'est de structurer sa prise de parole, et ça, c'est ce que j'apprends aussi dans les ateliers. Est-ce que nos diplômes ici sont mal vus, par exemple, en France? C'est-à-dire que dès qu'on voit marqué Guadeloupe ou Martinique, les gens responsables là-bas se disent voilà, un diplôme soleil cocotier, donc il est moins bien que celui fait sur le territoire français. Je pense que la première difficulté n'est pas celle-là. D'accord. La première difficulté, c'est qu'on ne peut pas nourrir le projet d'intégrer une grande école qu'on ne connaît pas. Okay. Et on ne peut pas non plus se projeter dans des types de parcours si personne autour de soi n'a emprunté cette voie. Okay. Et donc, je pense que le premier combat, d'abord, c'est de dire que cette école existe, d'expliquer tous les parcours auxquels elle peut mener, et puis que des gens qui ressemblent aux élèves viennent dire en fait, je l'ai fait, j'ai survécu, et voilà ce que j'ai pu en faire. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on a un manque de connaissances au niveau de nos possibilités. C'est fou. Est-ce que tu penses que ça devrait être quelque chose qui devrait vraiment intégrer, je dirais, l'éducation des jeunes dans toutes les écoles, vraiment pour vraiment les préparer à l'extérieur, même si ce n'est pas la France, ça peut être Londres, les États-Unis, peu importe.
Oui, alors bon, on connaît tous les CIO, c'est vrai que on en rigole un peu quand on est élève. Ce ne sont pas des outils qui sont hyper fréquentés utilisés par les élèves. Il y a souvent un décalage de génération entre la dame qui est au CIO et l'élève de première qui vient et tout. C'est vrai. Et donc, puis il travaille avec peu de moyens aussi, il faut dire ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'essaie de travailler sur l'orientation de façon différente. Ok. En faisant venir des professionnels. Il faut que ça soit incarné, quoi. Il faut que des gens portent cette parole-là et expliquent comment on crée un parcours professionnel, à quoi ça sert l'école, quel est le champ des possibles. C'est bien parce qu'on a l'impression que tu travailles vraiment pour donner envie et pour, voilà, cette façon de communiquer, elle est plus attractive. Mais tu ne fais pas que ça. Tu t'intéresses aussi à l'égalité des chances entre noirs et blancs, entre communautés. Est-ce que tu penses, là encore, qu'il y a, voilà, au niveau de la balance, c'est pas totalement équitable? C'est un sujet d'intérêt pour moi, effectivement. Je pense que c'est une question... Je pense que quand on est né sur nos territoires, on se rend compte qu'il y a un souci. Ouais. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, d'où ça vient, tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant mes études. En fait, ma formation initiale, je l'ai reçue en affaires internationales, donc rien à voir. Ouais. Mais j'ai eu la chance de pouvoir partir en échange aux États-Unis, en Angleterre. Et chaque fois que je suis partie pour faire ça. Un peu, j'allais dire presque en cachette, quoi, un peu comme une double vie. Okay. Et donc, j'ai suivi des enseignements en histoire de l'esclavage, histoire des conflits ethniques qui ont eu lieu après la colonisation. Donc, histoire des Afro-Américains, c'est ma grande passion, c'est mon truc. Pour essayer de comprendre, en fait, d'où viennent ces classifications, quels effets elles ont dans le réel. Parce qu'une fois qu'on a dit que la race n'existe pas et qu'on est tous des êtres humains, en fait, on n'a pas commencé à expliquer pourquoi certains d'entre nous sont plus contrôlés par la police, sont plus facilement emprisonnés, ont des peines plus lourdes de prison, pourquoi certains sont plus sanctionnés à l'école. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, je pense, expliquer. Ouais. Donc déjà présenter à la connaissance de tous et puis ensuite, voilà, expliquer les processus qui font qu'on a des trajectoires qui sont malheureusement aussi déterminées ou en tout cas influencées par la façon dont on nous perçoit. Ouais. Pas forcément par ce qu'on est, mais vraiment par ce dont on a l'air, ce que les gens interprètent de la texture de nos cheveux, de la couleur de notre peau, ou de si on est identifié comme un homme ou une femme. Alors je suppose que l'histoire de George Floyd t'a beaucoup touché. Comment tu as vécu ça, toi? Toi qui as fait des études, qui a analysé tout ça, les comportements, justement, et d'un seul coup, tu as une histoire comme ça qui arrive, qui chamboule un petit peu la planète entière. Tu as vécu ça comment? Alors, c'est vrai, bon, malheureusement, je n'étais pas vraiment surprise, hein, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à ces questions, on sait très bien qu'il y a une histoire de plusieurs siècles. Et que ce n'était pas la première. Voilà, ce n'était pas la première, on sait que ce n'est pas la dernière. Il y a un problème de violence policière qui, d'ailleurs, qui concerne aussi bien la France que les États-Unis, même s'il s'exprime de façon un peu différente. Donc, bon, ce n'est pas un phénomène nouveau. En revanche, moi, ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est le fait que finalement, à ce moment-là, toute la planète a le souffle coupé par ce truc-là, parce que je pense aussi qu'il y a une idée que en fait, ça va mieux, que les choses avancent et tout ça. Et je pense que là, ça a rappelé qu'en fait, non, il y a des problèmes encore à résoudre. Évidemment, les réseaux sociaux, donc il y a des choses aussi technologiques qui déterminent l'impact de l'événement, un peu comme en 92 avec les émeutes à Los Angeles, la télé, le fait que quelqu'un ait pris cette vidéo, enregistrée et tout. Ouais. Souvent, on a des éléments technologiques qui conditionnent aussi la réponse politique et l'impact des événements. Moi, ce qui m'a vraiment marqué après, dans toutes les mobilisations qui ont suivi, c'est que, en fait, ce n'est pas que des Afro-Américains qui sont descendus dans la rue. D'autres Américains et puis d'autres êtres humains dans d'autres pays ont dit non, mais là, ça suffit en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment des mouvements qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, là, se sont alliés. On a vu des femmes âgées, blanches, se positionner comme des boucliers humains, en fait, pour protéger des jeunes hommes noirs qui manifestaient. Et ça, je trouve que c'était intéressant. Tu penses qu'il y a quand même une évolution dans le rapport humain, justement? Évolution, je pense que c'est le bon mot. Je ne sais pas s'il y a des progrès. Alors, nous, on voit, en termes, si on regarde ça d'un point de vue purement légal, on voit qu'effectivement, l'esclavage a été aboli, la ségrégation a été interdite, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les discriminations et les inégalités, elles prennent d'autres chemins. Si on regarde les cartes scolaires à la Nouvelle-Orléans, par exemple,
ou dans d'autres États du Sud, en réalité, l'éducation est plus ségrégée aujourd'hui qu'avant les lois de déségrégation. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que faire des progrès en termes de droit, ce n'est pas suffisant. On peut très bien avoir des situations de fait légales qui sont en réalité plus inquiétantes d'un point de vue des questions d'égalité des chances. Donc, il faut se méfier. D'accord, c'est très intéressant. De toute façon, tout ça t'a amené au domaine littéraire, justement. Oui. C'est très bien, tu me tends des perches. Tu es donc sensitive reader. Ouais. Eh oui, en français, ça donne? Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé donc, sensitive, on pourrait dire une lecture experte. Ouais. C'est comme ça que une lecture experte. Et en quoi cela consiste, justement? Alors en fait, pour ce qui me concerne, c'est une maison d'édition d'édition jeunesse qui s'appelle Slalom, qui a fait appel à moi au moment où elle a reçu un manuscrit, enfin pas un manuscrit, hein, c'était un bouquin qui avait déjà été publié, mais en anglais dans le texte. Et la maison d'édition allait se charger de la traduction. Ce qui était important pour l'équipe, c'était de s'assurer que toute l'expérience afro-américaine soit correctement traduite. Parce que des fois, en passant d'une langue à l'autre, on perd des choses. L'impact n'est pas le même. Oui, et puis parfois, par exemple, il y a des expressions en argot. Si on n'est pas très proche de la culture, ça peut nous échapper. Il y avait des références à la culture populaire, par exemple, afro-américaine, que la traductrice n'avait pas. Et donc, l'idée, c'était d'appeler une spécialiste de cette culture et de cette histoire qui à la fois mettent des notes de bas de page et des postfaces qui expliquent l'histoire des événements qui sont évoqués dans le livre, et en plus vérifie que la traduction est fidèle au texte original. Et donc là, on parle bien de The Black Kids. The Black Kids. Voilà, on peut toujours la trouver un petit peu partout si on va sur le net. Sur le gros méchant Amazon, mais sur toutes les maisons d'édition, si vous cherchez sur Google Slalom The Black Kids, vous allez pouvoir le commander sur Internet, Excellent, encore une fois. Vous voyez, elle joue sur tous les tableaux. Et là, on va passer au féminisme. Parce que oui, quand je vous dis égalité des chances, elle joue sur tous les terrains. C'est un vrai numéro 10. Alors justement, là aussi, tu es impliqué dans l'égalité homme-femme. Pour toi, est-ce que c'est important? Déjà, première question, qu'est-ce que le féminisme? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des définitions très scientifiques du truc. Je pense que simplement, les gens qui se disent féministes pensent qu'on ne devrait pas être empêché dans son humanité par le fait qu'on est une femme, qu'on devrait être aussi libre quand on est une femme que quand on est un homme, et que, voilà, le principe, c'est que on soit tous égaux. Je pense que c'est aussi bête que ça, c'est pas plus méchant et plus compliqué. D'accord, parce que souvent on a l'impression que ça va vers l'extrême. Est-ce que là aussi c'est une mauvaise utilisation peut-être des réseaux ou de la communication par rapport au féminisme? Toi, apparemment c'est très pacifique, c'est juste l'égalité au niveau du salaire, au niveau d'un petit peu tout, je pense. Comment toi tu vois ça? Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler, je pense qu'il faut utiliser le terme au pluriel d'abord, c'est plus juste. Je pense qu'il y a des féminismes. Qu'ils ne s'expriment pas de la même façon selon que l'on est riche ou pauvre, que l'on est en Guadeloupe ou, je sais pas, dans l'Hexagone ou en Afrique du Sud, qui ne s'expriment pas de la même façon parce qu'on est toutes différentes et qu'évidemment on a toutes des idées différentes sur ce qui est urgent, ce qu'il faut faire tout de suite, comment il faut le faire, etc. Donc parler des féminismes, à mon avis, c'est mieux. Après, je ne sais pas ce que c'est un féminisme extrême. La réalité, c'est que, je sais pas, c'était quand la dernière fois qu'on a vu un attentat féministe? Quand est-ce que des féministes ont revendiqué d'avoir tué un homme? Donc, ah oui, mais là, tu as pris l'extrême de l'extrême. Tu me parles d'extrémisme. Donc, j'essaie de réfléchir à ce que ça pourrait être. J'allais pas jusqu'à la violence, effectivement, tout à fait. Mais c'est pour ça que, je sais pas, je pense que les gens ont peur, mais je sais pas de quoi ils ont peur, en fait. D'autant plus que il y a tout un tas de réflexions autour de la façon dont le sexisme nuit aux hommes. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque fois qu'on se bat pour l'égalité, on se bat pour tout le monde. On sait que les hommes parlent moins à des proches quand ils ont des soucis. On sait qu'ils s'adressent moins à des psychologues quand ils ont besoin d'aide. On sait qu'ils se suicident plus, qu'ils meurent plus jeunes parce qu'ils ont des conduites dangereuses, qu'ils se privent en fait d'une partie de leur humanité au nom de ce qu'on attend d'un homme. Et les féministes, dans ce que je lis, ce que je vois, elles s'inquiètent aussi de ça. D'accord. Donc le féminisme, en réalité, est aussi bon pour vous, messieurs. Il n'est pas contre vous. Et j'allais te poser la question, justement, est-ce que tu ne penses pas que le féminisme séparera un jour l'homme et la femme, justement? Mais pas est-ce que l'homme peut se sentir effrayé?
Il peut être effrayé, mais à mon avis, il est effrayé parce qu'il comprend mal de quoi il s'agit et parce qu'il ne s'est pas forcément documenté comme il le faudrait. Il faut bien comprendre que les idées qu'on a sur ce à quoi doit ressembler une femme et ce à quoi doit ressembler un homme sont aussi des obstacles à l'épanouissement des hommes. Si les hommes n'ont pas accès aux soins, si les hommes n'ont pas accès à leurs sentiments, si les hommes sont déconnectés, si les hommes n'ont pas de ressources pour aller mieux, juste parce qu'il faut être dur et parce qu'un homme ne pleure pas et parce que en fait ils vont pas bien non plus. Les hommes ne pleurent pas, voyons. Non, je pense que attention. En réalité, on a tous à gagner à ce que les gens qui souffrent moins. Et c'est ça, en fait, l'objet de la conversation. Et c'est bien parce que tu parlais de sexisme. Est-ce que tu ne penses pas que souvent, justement, le sexisme est un petit peu poussé? Dernièrement, il y avait un petit débat pour Miss France, par exemple. Est-ce que Miss France était trop sexiste? Souvent, on dit non, mais voilà, c'est un défilé de... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Ou est-ce que, justement, c'est trop poussé? Le sexisme? Est-ce que c'est trop... dans la mesure Par exemple, si on prend une élection comme Miss France, on juge que c'est trop sexiste. Est-ce que pour toi, c'est abusé? Tu veux vraiment que je me prononce sur le Miss France? Si tu ne veux pas te prononcer, ne te prononce pas. C'est un exemple comme ça. Mais en fait, je pense que les choses sont plus compliquées que ça. D'accord. En fait, oui, alors on peut voir des jeunes femmes qui sont un peu livrées en pâture en maillot de bain. On peut aussi voir des opportunités pour des jeunes femmes d'avoir des parcours d'excellence par la suite, de rentabiliser leur exposition médiatique, de devenir actrice, de devenir... je ne sais pas ce qu'elles font, présentatrice télé. Animatrice, voilà, leur marque. Franchement, voilà, de après, travailler avec vie, hein. Ah, oui. Exactement, on l'a vu, on va pas. Il y en a qui ont créé des marques de vêtements, je pense à Véronique de la Cruz. Bref, donc on voit bien que ça peut être, on peut s'en servir aussi comme d'un outil pour donner à son existence une autre dimension. Ouais. Et donc, je pense que les choses ne sont pas binaires. Ouais. Donc, je pense qu'il faut un peu de nuance quand on regarde les choses. Est-ce que moi, j'irais... Alors déjà, je fais 1m50, donc je suis éliminée. Voilà. Ça ne veut rien dire, parce qu'on va changer les règles déjà. On va changer toutes ces règles. Même les 1m50, ça va passer. Elle s'auto-élimine. Oh, moi, je fais 1m50, c'est foutu pour moi. J'irais pas. Mais moi, je pense aussi que l'idée du féminisme, c'est aussi que chaque femme fasse comme elle l'entend. Et je ne pense pas que l'idée, ce soit que finalement, on soit là en train de donner des bons points et des mauvais points. Ouais. L'idée, c'est que chacun fasse soit le plus libre possible à titre individuel. En plus, c'est fou parce que quand on regarde bien, la première personne qui va au front, parce qu'il y a énormément de crises sociales, etc., les premières personnes qu'on voit au front, ce sont des femmes. On s'en rend pas compte, mais c'est elles qui maintenant mènent un petit peu tous les mouvements, qui vont parler médiatiquement sur tous les plateaux télé. Comment toi tu vois ça? Je pense que la crise sanitaire qu'on a subie, qu'on est en train de subir, a bien illustré ça. Le personnel hospitalier, les enseignants dans les petites classes, voilà, tout le personnel essentiel finalement était très féminin. Ouais. Et on s'est bien rendu compte que toutes ces femmes invisibles, en fait, sont voilà, très importantes pour que la machine tourne. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur le travail quand il est payé salarié, mais aussi sur le travail qu'on fournit gratuitement. Joli. Mesdames et messieurs, Canel, elle est là pour vous. On rappelle donc que tu es chargée de mission pour le festival Monde en Vue. Et oui, vous savez, ce festival qui traite des droits humains, justement, tu as eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes. Quelles sont les personnes qui t'ont vraiment marqué et touché? Alors, choisir, c'est difficile. Effectivement, je fais partie de l'équipe depuis maintenant 4 ans. Ouais. Depuis 2017. Moi, mon ministère au festival, c'est d'animer des espaces de discussion entre des universitaires, des artistes et le public guadeloupéen. Et j'aime bien cette idée je vais aller chercher un bouquin très technique, très scientifique, une thèse de sociologie ou je sais pas, enfin quelque chose, un produit culturel auquel tout le monde n'a pas accès. Et je vais l'emmener au centre d'une discussion qui va être accessible parce que je pense qu'il se dit des choses très intéressantes dans les cercles universitaires, mais qui ne sont pas forcément audibles pour tout le monde. Le grand public. Voilà, c'est ça. Et donc, je me vois un peu comme une passeuse qui va essayer de reformuler ce qui est exprimé dans le livre et qui va aussi donner la parole aux gens qui sont dans la salle, qui vont discuter de ça. Et alors, on a eu quelques afroféministes, donc j'avoue qu'il y a un biais dans la sélection.
Donc cette année, on a eu Rokhaya Diallo qui est passé, mais on avait déjà eu Maboula Soumaoro, Mame Fatou Niang, qui sont des femmes qui se posent la question de l'identité française, de ces relations parfois complexes avec son passé colonial. On a eu quelqu'un de très intéressant aussi qui s'appelle Maxime Servul, qui lui travaille sur la blanchité. Et donc il dit, en fait, oui, forcément, dans ces dynamiques, on a des gens qui sont non blancs et auxquels on s'intéresse beaucoup. On ne s'interroge jamais sur ce que c'est qu'être blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se construit historiquement. Et tout ça, j'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai fait venir aussi. Pape Ndiaye, enfin bon, la liste commence à devenir consistante. Et tu nous parlais de bouquin, peux-tu donc nous parler du bouquin que tu as, si je ne me trompe pas, coécrit? Tu as participé à l'écriture, Feu, j'adore le nom. Après, il y a le reste du nom, abécédaire. Des féminismes présents. Mais je préfère Feu, vous savez pourquoi. Feu. Partez, ça me donne envie de courir. C'est fou. Vas-y. Parmi les gens qu'on a... Le voilà, ouais. Il est tout beau, il est tout mignon. abécédaire des féministes présents. Oui, mesdames et mesdames. Sous la direction d'Elsa Dorlin, qui est une universitaire française, fait de la philosophie politique, qui est par ailleurs engagée dans le monde réel, c'est aussi une militante et tout. Et en fait, on l'a invitée il y a 2 ans au festival, dans un panel qui était sur se défendre, la question de la résistance des gens qui subissent des violences institutionnelles. Et Elsa m'a sollicité, donc quelques mois après être passée en Guadeloupe, pour contribuer au livre, qui est un abécédaire. C'est un abécédaire qui est bien sûr pas très conventionnel parce qu'il y a 68 entrées en fait. Donc on est bien loin des 26 lettres de l'alphabet. Et la proposition d'Elsa, c'était de faire une histoire des féminismes présents, c'est de l'histoire du temps présent. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher il y a 2 siècles, on va faire une histoire des 20 dernières années. Et aussi, le parti pris du livre, c'est de faire une histoire, pas une histoire qui est dite par un historien qui est au-dessus et qui maîtrise un peu les objets de... J'aime bien que tu as fait l'image du marionnettiste. Voilà, c'est ça. Voilà, celui qui manipule un petit peu. Elle a dit, en fait, je vais descendre dans les tranchées et je vais aller parler aux femmes qui portent le projet au quotidien. Donc, il y a des militantes, il y a des artistes, il y a... Vraiment, c'est... des gens qui se battent tous les jours au quotidien, qui prennent la parole sous des formes très libres, qui n'ont rien à voir avec un livre de sociologie classique, et qui racontent leur expérience sur ces 20 dernières années. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, il est là pour vous, Feu, abécédaire des féministes présents. Quel est ton futur? Quels sont tes projets et surtout quels sont tes rêves? Parce qu'on sent que tu as plein d'ambition. On sent que tu as envie de tout faire. Tout faire, ouais. Non, mais j'espère pouvoir continuer à collaborer avec le festival pendant longtemps. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et en plus, objectivement, c'est un festival qui change ma vie, parce que je fais des rencontres extraordinaires qui, après, me permettent de contribuer aux côtés de Stéphanie Mélioré-Net à ce type d'ouvrage. C'est une chance incroyable, un grand privilège. J'espère continuer à m'occuper de mes bébés dans les lycées qui sont conventionnés. Je commence à travailler avec le lycée de Bainbridge. Je travaille avec Marie-Galante, Sainte-Rose, Pointe-Noire, Morne-à-l'eau, c'est les meilleurs. Non, c'est vrai, ils sont bons. Quand tu vas retourner dans les autres listes, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Oh, madame, vous ne rentrez pas, c'est qui les meilleurs, c'est Morne-à-l'eau. Eh bien, retournez à Morne-à-l'eau. Si vous... Allez prendre les embouteillages. C'est parti. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi ils sont aussi bons et après d'aller répandre la bonne parole. Excellent. Et c'est ça l'idée, en fait. Pour moi, c'est trouver quand ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et aller semer ça dans le plus d'endroits possible. Voilà, c'est ça. En tout cas, excellent. Merci pour le travail que tu fais parce qu'on te sent passionné. Et franchement, n'hésitez pas à la suivre, à lui poser des questions. D'ailleurs, est-ce que tu es connecté sur les réseaux, même si tu n'en as qu'un seul? On le prend, c'est pas grave, même si c'est un réseau professionnel. Oui, mais voilà. Est-ce que tu es sur Internet? De toute façon, ça va s'afficher. Oui, je suis. Juste ici. Je suis sur LinkedIn. Donc, voilà. Et c'est facile. Cannelle avec un K. Avec un K. Valton. Voilà. J'adore le prénom. Cannelle. On félicite les parents. Très bon choix. J'adore. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, même s'ils sont loin, Saint-Martin, Sainte-Lucie, la Dominique, Haïti, bien entendu, Saint-Vincent, Trinidad, Barbade. Oui, ils nous regardent tous parce que c'est sous-titré maintenant sur YouTube et ça, on adore. Ta caméra est juste en face de toi. Mon message, c'est prenez soin de vous. Parce que si on va mal, on ne peut pas aider le monde à aller mieux. Voilà, les temps sont durs, il faut s'occuper de soi.
Excellent. Et puis on vous rappelle, n'hésitez pas à aller lire le livre The Black Kids, qui est excellent. Merci à toi, Canel, d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Et puis dès que tu as envie de recommencer une petite discussion sur l'égalité dans la vie, tu reviens nous voir. Avec plaisir. On adore ça, nous on aime ça. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.